Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission du Média pour tous, Eureka, où nous allons recevoir aujourd'hui Romain Migus, spécialiste du Venezuela. Il a écrit 3 livres sur la question, dont l'un a été édité au Venezuela à plus de 250 000 exemplaires et de nombreuses fois cité par Hugo Chavez lui-même lors de sa dernière campagne présidentielle. C'est peut-être l'un des Français qui connaît le mieux la question du Venezuela. Il y a vécu durant 15 ans au cours de la révolution bolivarienne. On va le recevoir, il est là, c'est parti. Romain Migus, bonjour. Salut. On va se tutoyer. C'est plus simple. Quelle est la situation au Venezuela aujourd'hui? Bon, au moins, la question est brute et mérite effectivement d'être analysée. Alors, pour parler de la situation aujourd'hui, il faut quand même revenir un petit peu en arrière. Et notamment revenir à l'année 2017. Je pense que les téléspectateurs du Média pour tous s'en souviennent. Il y a eu une grosse opération médiatique contre le Venezuela en 2017. Il y a eu des épisodes insurrectionnels menés par l'opposition avec des affrontements très violents avec la police. Et il y a eu effectivement de nombreux morts, des nombres 149 morts, il y a eu 1900 blessés. Et immédiatement, il y a toute une machine médiatique qui s'est emballée pour faire porter la responsabilité de la totalité des morts et des blessés au gouvernement de Nicolás Maduro. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu tout un jeu macabre de tentatives de déstabilisation de l'État vénézuélien et aussi de construction d'une réalité médiatique qui faisait du gouvernement de ce pays un gouvernement autoritariste, dictatorial, qui assassine son peuple, etc. En fait, quand on analyse les morts, n'est-ce pas, les gens qui sont tombés, on voit que la plupart de ces morts sont le produit de l'action déstabilisatrice des groupes de choc de l'opposition. Alors, je parle de militaires et de policiers tués par balles. Non, je vous laisse imaginer si on transposait ça dans le cas français, qu'est-ce qui se passerait. On parle de gens qui, ayant des maladies, qui devaient aller dans les urgences d'un hôpital, n'ont pas pu y aller parce que les rues étaient bloquées. On parle de gens qui ont été égorgés par les groupes de choc de l'opposition, qui ont été brûlés vifs, qui ont été assassinés, et effectivement aussi certaines personnes, mais en nombre très restreint, qui ont été tuées lors d'affrontements par des forces de l'ordre. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, on l'a jamais entendu parler en Europe et dans le monde, c'est que les policiers ou les gendarmes qui s'étaient rendus responsables de ces morts ont été condamnés au Venezuela. Et en fait, pour sortir de cet épisode insurrectionnel, le président Nicolás Maduro a décidé de revenir au peuple souverain et de convoquer une Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire des élections à l'Assemblée nationale constituante, parce que quelque chose n'allait plus de soi dans l'acceptation de la République, et donc il a convoqué le peuple au vote, n'est-ce pas? Et là, on a pu voir quelque chose de phénoménal, c'est que les groupes de choc extrémistes de l'opposition avaient menacé de tuer les gens qui allaient voter, avaient fait des barrages autour de certains centres électoraux. On a pu voir comment, dans de nombreuses communautés de voisinage, les gens essayaient de contourner les barricades de l'opposition en traversant des rivières, en escaladant des montagnes pour aller voter. Et le lendemain du vote donc pour l'Assemblée nationale constituante, qui a regroupé 8,5 millions de personnes, le calme est revenu et l'épisode insurrectionnel a été dépassé. Et pourquoi je reviens sur ce thème-là, c'est qu'en parallèle aussi, le gouvernement avait ouvert un cycle de négociations avec, on va dire, les membres de l'opposition. Et ce cycle de négociations qui avait lieu en République dominicaine, sous l'égide de l'ancien président de la République dominicaine, Leonel Fernandez, sous l'égide de l'ancien président du Panama, Torrijos, et sous l'égide d'un bolchevique de notoire réputation, l'ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Zapatero. Donc là, évidemment, c'est ironique, mais c'est juste pour montrer que ces 3 ex-présidents, qui ont été acceptés par les 2 camps, jouaient le rôle de médiateur dans la négociation qui avait lieu entre le gouvernement et l'opposition. Qu'est-ce qui était en jeu des élections présidentielles anticipées, des contreparties électorales et politiques? Et alors que tout était prêt pour la signature des accords,
Je veux dire, les pupitres étaient installés, les fleurs avaient été achetées, les équipes de communication avaient déjà été déjà prêtes, les médias avaient été invités, et le chef de la délégation de l'opposition vénézuélienne a reçu un appel, donc ça on l'a su plus tard, a reçu un appel de l'ancien secrétaire d'État des États-Unis, Rex Tillerson, ancien haut cadre de Exxon, ce qui passe sans importance dans le Venezuela pétrolier, pour leur dire de ne pas signer. Et effectivement, l'opposition a refusé de signer. Et ça a été dénoncé d'ailleurs par Zapatero en leur demandant « Mais comment, après tant de mois de négociations, pourquoi n'avez-vous pas signé? C'est irresponsable de ne pas avoir signé. On était à un accord, tout le monde avait été consulté sur ce thème-là. » Et en fait, le gouvernement, donc Nicolás Maduro, a décidé, lui, de s'en tenir à ces accords et de faire des élections présidentielles anticipées qui ont eu lieu le 20 mai de l'année 2018. Mais pourquoi n'ont-ils pas signé? Eh bien, ils n'ont pas signé pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils savaient très bien que électoralement, ils auraient certainement perdu contre Nicolás Maduro. Et le problème, tient au système électoral vénézuélien. Et les médias dans le monde occidental parlent d'élections controversées de Nicolás Maduro. En fait, pas du tout. Il faut savoir comment on vote au Venezuela. C'est très important. C'est un vote électronique. On vote sur une machine, mais la machine émet un papier avec le nom du candidat. On met le papier dans l'urne, dans une enveloppe, et on met l'enveloppe dans une urne. Et le soir de l'élection, donc les résultats sont totalisés électroniquement, mais par loi, on ouvre systématiquement au minimum 33% des urnes du pays qui sont tirées au sort en présence de tous les représentants des partis. Et donc on compare le résultat de l'urne avec le résultat électronique. Et il n'y a jamais eu de différentiel entre les deux. Lorsque l'élection est très serrée, comme c'était le cas en 2013, 100% des urnes ont été ouvertes. C'est ce système électoral qu'a fait dire à l'ancien président Jimmy Carter, donc là encore on n'est pas dans le bolchevique notoire, que c'était le système le meilleur du monde, n'est-ce pas? Moi j'ai eu la chance aussi de voter donc au Venezuela pour les élections municipales et régionales, puisque les étrangers résidents ont le droit de vote pour les élections locales, et je vote évidemment en France et sur une machine informatique. Et réellement, quand on compare les deux, j'ai pas honte de dire que le système électoral français, par rapport au système électoral vénézuélien, est moyenâgeux. Et là où ça revêt une importance capitale, c'est que avant l'élection, il y a tout un système d'audit pour contrôler justement le système électronique vénézuélien. En présence des représentants de tous les partis politiques, il y a un audit sur le système de transmission des données. Il y a un audit sur le logiciel qui va servir à transmettre les données. Il y a un audit sur les machines électorales. Il y a un audit sur le montage des machines électorales, etc., etc. Il y a 14 audits et à chaque fois qu'il y a un audit, il y a un procès-verbal dans lequel tous les représentants des partis signent « je suis en accord, ça marche bien, etc. » Donc c'est-à-dire que participer aux élections et les perdre, il aurait été quasiment impossible de crier à la fraude puisque, effectivement, les partis politiques d'opposition auraient signé les audits préalables à la tenue des élections. Je rajoute aussi que, à la différence de la France et de la plupart des pays dans le monde qui ont donc trois pouvoirs distinctifs, donc l'exécutif, le législatif et le judiciaire, depuis 1999, le Venezuela a 5 pouvoirs, donc, exécutif, législatif, judiciaire, le pouvoir moral et le pouvoir électoral, qui est un pouvoir indépendant. Moi, ça fait toujours rire mes amis vénézuéliens quand je leur dis qu'en France, l'organisme qui est chargé d'organiser l'élection, c'est le ministère de l'Intérieur. Ils ne me croient pas en réalité. Ils me disent, mais c'est pas possible, c'est arriéré, il doit y avoir tricherie, etc. Donc là, je ne rentre pas évidemment sur ce thème-là, mais c'est très important de savoir qu'ils ont un système électoral donc indépendant des autres pouvoirs, et donc il y a tous ces audits. Et donc, c'était essentiel de ne pas aller à l'élection, de ne pas de boycotter l'élection, pour pouvoir créer la matrice d'opinion de Guaidó, donc un an après. Donc, au soir de l'élection, Nicolás Maduro a été élu, très largement. En présence, il y avait quand même 4 candidats, non?
dont l'ancien chef de campagne de Enrique Capriles, donc qui était l'ancien leader de la droite vénézuélienne. Là, l'opposition vénézuélienne, il faut le savoir, change de leader comme de chemise. Donc, hier c'était Capriles, aujourd'hui c'est Guaido, demain ça sera un autre. Mais ce qui est important, c'est que effectivement, il y a eu une abstention. Il y a eu 52% d'abstention. Alors, est-ce que ça rend illégitime une élection? Bah, surtout quand il y a toute une partie de l'opposition, pas toute, mais une partie qui a appelé au boycott. 52% d'abstention, c'est relativement ce qu'on a connu en France aux élections européennes qui viennent de se dérouler. C'est à peu près ce qu'on a connu à l'élection législative. Et surtout, en nombre d'inscrits, Nicolás Maduro, donc qui a fait 36% des inscrits, a été élu de manière bien plus confortable que n'importe quel dirigeant de la droite latino-américaine, et même que Donald Trump aux États-Unis. Donc évidemment, ça c'est un argument qui ne tient pas debout. Donc j'ai fait ce flashback parce que c'est important pour comprendre ce qui s'est passé à partir du début de l'année 2019. Étant donné que certains pays occidentaux et la droite vénézuélienne avaient décidé de ne pas reconnaître l'élection, il y a donc le président de l'Assemblée nationale du Venezuela qui, au détour d'une rue, s'est autoproclamé président. Bon, évidemment, ça ferait rire tout le monde. Je veux dire, on imagine par exemple à la fin d'une manifestation de Gilets jaunes, Monsieur Drouet ou Fly Rider, Maxime Nicole, disant par exemple « Je suis le nouveau président », malgré toute l'affection qu'on peut avoir pour eux, ça ferait rire à peu près tout le public. Par contre, ça serait beaucoup moins rigolo si la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, la Corée du Nord et une flopée de pays dans le monde les reconnaissaient réellement comme président. Et c'est ce qui s'est passé au Venezuela. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Guaido a été reconnu immédiatement par les États-Unis, par la plupart des pays européens et par les gouvernements de droite de l'Amérique latine. Alors évidemment, ça constitue absolument pas un socle suffisant pour parler de communauté internationale. On parle à peu près de 25% des pays dans le monde, donc ça veut dire que 75% des pays, en tout cas membres de l'ONU, reconnaissaient la légitimité du président Maduro. Et donc, c'est à partir de cette matrice-là qu'il y a eu un affrontement de pouvoir. C'est fait partie d'une guerre totale, d'une guerre de quatrième génération. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Et c'est le front institutionnel. L'opposition s'est dédiée à créer des pouvoirs parallèles, fantoches, des pouvoirs judiciaires, des pouvoirs législatifs, des pouvoirs donc exécutifs parallèles, même une armée parallèle, on en reparlera, pour essayer de se substituer au pouvoir légitime de la République bolivarienne du Venezuela. Rien de nouveau sous le soleil, c'est exactement ce qui s'est passé en Libye, c'est aussi ce qui s'est passé en Syrie. D'ailleurs, je défie n'importe lequel de vos téléspectateurs de nous rappeler le nom du premier Conseil national de transition libyen ou de son équivalent syrien. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les gens connaissent Guaido, mais demain, on l'oubliera comme les gens en Syrie et en Libye, n'est-ce pas? Et sur cette contestation de la légitimité des pouvoirs vénézuéliens, il va y avoir donc toute une opération médiatico-politico-militaire, notamment autour de la livraison d'une aide humanitaire le 23 février 2019. En fait, c'était graduellement essayer de faire monter la tension, et notamment cette livraison d'aide humanitaire était complètement absurde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir donc, de 2014, il y a un blocus criminel qui s'abat sur le Venezuela. On en reparlera aussi. Hein. Soyez patients. Là, j'évoque la situation dans les grandes lignes. Mais il y a eu aussi la confiscation de biens du Venezuela. Il y a 5 milliards de dollars qui ont été bloqués sur les banques vénézuéliennes à l'étranger. Il y a eu le vol systématique, le vol et le gel des actifs de PDVSA, l'entreprise pétrolière, pour 8 milliards de dollars. Il y a eu le vol et le gel des actifs de Citgo, qui est la filiale de PDVSA, l'entreprise pétrolière, aux États-Unis. Et donc, dans ce conflit de légitimité, ce vol de plusieurs actifs du Venezuela, encore une fois, c'est ce qui s'est passé aussi en Libye, hein, quand on y repense en 2011. Donc, c'est équivalent à 30 milliards de dollars. Et l'aide humanitaire
était un apport de 20 millions de dollars. Donc ça, évidemment, il y a une hypocrisie totale. Il y a une double hypocrisie, c'est que le Venezuela collaborait déjà avec des instances de l'ONU pour l'envoi de médicaments ou d'aliments pour essayer de contourner le blocus. Le Venezuela avait passé des accords avec la Russie, la Chine, l'Inde pour justement s'approvisionner aussi en médicaments. À la frontière avec la Colombie, donc j'ai pu discuter avec le maire local, il me disait que des mois avant cette espèce de show médiatique de l'aide humanitaire, il avait lui-même un accord de sa mairie avec l'UNICEF pour la livraison de kits d'hygiène. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on parle d'aide humanitaire, généralement, on voit avec les autorités légitimes comment le répartir, comment faire pour la distribuer aux populations. Là, évidemment, c'était un coup de force dont le seul but était de tester la loyauté de l'armée à Nicolás Maduro. Puisque si, entre guillemets, il y avait deux présidents, donc deux commandants en chef de l'armée, alors à qui les généraux et à qui l'armée allait-il se soumettre? Et dès l'instant où Nicolás Maduro, président légitime de la République bolivarienne du Venezuela et commandant en chef des forces armées, a décidé que cette aide humanitaire ne rentrerait pas, pour plusieurs raisons d'ailleurs. D'une part, puisque la personne qui était chargée de coordonner l'envoi de cette aide humanitaire pour les États-Unis n'était autre que Elliot Abrams. Elliot Abrams est un des pires faucons de l'administration états-unienne, qui a été mis de côté pendant quelques temps parce que trop radical, et qui est revenu avec d'autres néoconservateurs au sein de l'administration Trump. Elliot Abrams a commencé sa carrière dans la déstabilisation du Nicaragua, et notamment en livrant des armes au Contra, donc l'armée qui a attaqué le régime progressiste de Daniel Ortega dans les années 80. Et notamment, Elliot Abrams avait été connu pour avoir livré de l'aide humanitaire dans des camps de réfugiés au Honduras, qui étaient en fait des camps militaires de la Contra, et l'aide humanitaire s'était révélée des armes pour justement attaquer le Nicaragua. Donc l'histoire, le gouvernement vénézuélien n'ayant pas envie que l'histoire se répète, ils avaient dit non, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. De toute façon, c'est dérisoire. Si vous voulez aider le Venezuela, levez le blocus et on se débrouillera très bien. Donc, avait décidé de pas que cette aide ne rentrerait pas. Et en fait, ils ont, durant plusieurs jours, essayé de tester la loyauté des militaires qui, effectivement, n'a pas laissé rentrer les livraisons. Et en fait, quand on regarde d'un peu plus loin, quand on prend de la hauteur sur cette période, maintenant, on se rend compte qu'il y a eu une attaque systématique, une véritable guerre pendant les 2 mois, 3 mois de la fin donc de la mi-janvier jusqu'à début avril. Rendez-vous compte, le 11 janvier, alors que le Venezuela est soumis à un blocus qu'il est très difficile de faire venir des médicaments, il y a eu des dizaines de tonnes de matériel médical qui étaient entreposés dans un entrepôt et qui sont partis en fumée. C'était un attentat terroriste qui a dévasté un des hangars de l'Institut de sécurité sociale du Venezuela. Le 27 janvier, c'est un immense entrepôt d'aliments qui est parti en fumée. Le 23 février, donc on assiste à ce show de l'aide humanitaire sur laquelle on reviendra. Le 7 mars, les centrales vénézuéliennes, 70% de l'électricité au Venezuela est produite par hydroélectricité, donc par des barrages. Et en fait, ces centrales ont été hackées, ce qui a plongé le pays dans le noir pendant 5 jours. Quelques jours plus tard, il y a eu 3 cuves, des très grandes cuves de diluant naphtha qui sont partis en fumée. Le diluant naphtha sert à transformer le pétrole extra lourd vénézuélien. Or, ce diluant naphtha est évidemment sous embargo. Donc c'est très difficile au Venezuela de se procurer du diluant pour pouvoir mélanger son pétrole extra lourd et pour pouvoir le vendre par la suite sur le marché international. Ces 3 énormes cuves qui ont été victimes d'un attentat et d'un sabotage industriel. Quelques jours plus tard, c'est un oléoduc qui prend feu. Quand on regarde avec un peu de hauteur, pendant 1 mois et demi, le Venezuela a connu des actes de guerre sur son territoire, et dont le 23 février, la bataille des 3 ponts, notamment avec la Colombie, a été l'un de ses épicentres médiatiques. Toi, tu y étais. Et voilà, moi j'y étais, donc c'était, je crois que c'est assez intéressant pour les téléspectateurs de savoir donc la frontière colombo-vénézuélienne, à la différence des autres frontières
qui se trouvent dans des régions inhospitalières où il n'y a pas d'habitants, soit c'est de la jungle, soit c'est du désert, soit c'est de la savane. Cette frontière-là, qui donc est basée dans les Andes, a des villes, il y a beaucoup d'habitants, et c'est le fleuve Táchira qui marque la frontière naturelle entre les deux pays. Et donc les frontières sont des ponts, n'est-ce pas? Et ce jour-là, du côté colombien, il y avait absolument tous les médias internationaux. Tout le système médiatique international était représenté du côté colombien. Du côté vénézuélien, alors là, il n'y avait plus personne, bizarrement. C'est-à-dire que, hormis moi et une amie journaliste brésilienne, il y avait Telesur, évidemment, donc la chaîne latino-américaine d'information, Rutli, Xinhua et Hispan TV. Donc, grosso modo, les Russes, les Chinois et les Iraniens. Donc déjà, rien que, on va dire, cette métaphore médiatique renseigne beaucoup sur la guerre médiatique sur le Venezuela. Parce que il y a eu la tentation de créer une fake news. C'est ce genre de fake news qui, généralement, est utilisé pour justifier une guerre. On se rappelle, par exemple, des couveuses, du vol des couveuses en Irak qui avait précipité l'intervention militaire pendant la première guerre du Golfe. On se rappelle du massacre, entre guillemets, de Ratchak qui a précipité la guerre contre la Serbie en 1999. On se rappelle, évidemment, des armes de destruction massive, de la fiole de Colin Powell, etc., etc. Il y a toujours une fake news qui va faire basculer, finalement, l'opinion publique et lui faire accepter une guerre qui est absolument illégitime, n'est-ce pas? Et ce qui s'est passé à la frontière, finalement, c'était la recherche de ça, puisqu'il y a eu des camions d'aide humanitaire qui ont été brûlés. Immédiatement, le système médiatique s'est emballé, notamment après les positions donc, de John Bolton, le conseiller à la sécurité des États-Unis, et de Mike Pompeo, le secrétaire des États des États-Unis, et de Marco Rubio, qui est un des députés les plus extrémistes du Parti républicain, qui ont dit, grosso modo, on ne peut pas laisser faire un gouvernement qui brûle des quantités d'aliments et de médicaments alors que la population meurt de faim, etc., etc. Mais là où c'est étonnant, c'est que nous, du côté vénézuélien, on savait que c'était faux. On savait pertinemment que c'était faux. Mais on n'a pas été pris au sérieux. Alors moi, vous n'êtes pas obligé de me prendre au sérieux, finalement, mais les Russes, les Chinois et les Iraniens qui étaient présents, c'est des agences prestigieuses, c'est des personnes qui sont d'ailleurs fondamentalement honnêtes dans leur travail de journaliste. On a l'impression, par exemple, que la chaîne Hispan TV, le journaliste, c'est un mollah avec une barbe, un turban et le Coran dans une main et la caméra dans l'autre. Et c'est pas du tout. C'est un journaliste argentin qui a 30 ans de métier, qui a travaillé pour de multiples médias et donc qui était présent. Et si vous voulez, il a fallu attendre une guerre interne des États-Unis pour la réélection de Trump. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre qu'un média, on va dire plutôt lié au camp du Parti démocrate, anti-Trump, donc le New York Times, amène des images comme preuve en montrant qu'effectivement c'était bien l'opposition qui avait brûlé, et donc qui avait brûlé ses camions. Et donc là, ça a été évidemment impossible de réfuter. Ce qui nous interpelle aussi sur notre propre conception de la vérité, parce que je crois qu'il est temps de décentraliser et de déconcentrer nos sources d'information et de ne pas prendre les sources d'information chinoises, iraniennes ou enfin dans ce cas-là, ou russes pour de la simple propagande. Finalement, c'est pas plus de la propagande que ce que fait CNN, que ce que fait les médias mainstream, qui étaient tous du côté colombien, qui auraient dû tous dénoncer cet acte de guerre et qui ont tous rejeté la faute sur le gouvernement de Nicolás Maduro. Alors, tu parlais de la démocratie tout à l'heure, comme étant la démocratie vénézuélienne l'une des meilleures du monde. C'est pas l'avis des ONG. Ah oui, et oui, alors ça oblige à revenir sur à peu près le système des ONG. Comment ça marche? Il y a toute une série d'ONG, effectivement, au Venezuela, et notamment dans, on va dire, le business des droits de l'homme. Je fais très attention à aux mots que j'emploie. Donc il y a des ONG qui se spécialisent dans ce business des droits de l'homme. Alors il y en a d'autres, ça va être sur l'écologie, il y en a d'autres qui vont être sur le monde militaire, etc. En fait, toutes les ONG locales vénézuéliennes sont à 90% pas du tout impartiales. Elles sont toutes liées
aux multiples partis de l'opposition, et ça devient aussi une façon d'en vivre, puisque elles sont donc financées, voire même soutenues et montées par des fondations, donc des fondations étrangères, par des multinationales. Et dans le cas des ONG des droits de l'homme, prenons-en deux par exemple, une qui s'appelle le Foro Pénal et l'autre qui s'appelle Provea. Donc Provea, donc, là on n'est pas dans les trucs gauche-droite, hein, puisque Provea sont donc des anarchistes et des libertaires, et le Foro Pénal c'est plus la droite traditionnelle. Provea est financé par les fondations de George Soros, et par la fondation Ford, qui est aussi un paravent de la CIA, et donc pour financer tout un réseau d'ONG. Quant à le Foro Pénal, c'est financé par un organisme qui s'appelle Freedom House, et donc qui est lié au monde de la sécurité des États-Unis. De quoi il nous parle, etc. Donc Freedom House est un organisme qui avait été fondé en 1944 par Eleanor Roosevelt, et qui s'est immédiatement dédié à combattre l'influence du soviétisme. Et dans les années 2000, au début des années 2000, en tout cas, le directeur de cette organisation s'appelle James Woosley, et c'est l'ancien directeur de la CIA. Quand James Woosley passe la main, il la passe à Peter Ackerman. Alors Peter Ackerman, c'est quelqu'un, on va dire, fantastique dans son parcours de vie. Donc c'est un banquier véreux qui a accumulé beaucoup d'argent dans les années 90 autour du scandale des junk bonds et de Michael Milken, pour ceux qui veulent faire des recherches. Et c'est aussi un élève de Gene Sharp. Il a fait une thèse avec Gene Sharp. Alors Gene Sharp, c'est le pape et le théoricien des révolutions de couleur. C'est lui qui a formé les Serbes d'Otpor, c'est lui qui a formé les Ukrainiens, les Géorgiens, à renverser un gouvernement qui n'était pas aligné sur la position politique de Washington, et de manière ce qu'on a appelé les coups d'État soft ou les révolutions de couleur. Donc Peter Ackerman est un élève de Gene Sharp. Il a ensuite monté une fondation qui s'appelait le Centre international des conflits non violents, dans lequel il continue à financer et à soutenir toutes sortes de groupuscules qui essayaient de renverser des dirigeants qui n'étaient pas alignés sur les positions de Washington. Donc c'est lui, cette personne, qui était donc à la tête de Freedom House. Et aujourd'hui, le président du conseil de surveillance est dirigé par Michael Chertoff, qui est rien de plus, rien de moins que l'ancien ministre de l'Intérieur des États-Unis. Donc, pourquoi je fais un peu cette digression? C'est pour montrer que la plupart des ONG au Venezuela, et particulièrement les ONG des droits de l'homme, sont financées par des gouvernements, enfin un gouvernement hostile au gouvernement bolivarien, et dans le cas des ONG que je viens de vous décrire, par le monde du renseignement, le monde militaire, le complexe militaro-industriel du gouvernement, lié au gouvernement des États-Unis. C'est pas du tout crédible. Enfin, imaginez, on va essayer de franciser un peu la chose. Imaginez qu'il y a une ONG qui travaille sur la répression des gilets jaunes, parce que c'est à la mode, et que cette ONG soit financée par l'Iran, soit financée par la Corée du Nord. Mais aucun média reprendrait les dires de cette ONG, parce que ça serait pas crédible, parce que ça serait partial. On n'accorderait pas d'intérêt, de crédit à une ONG française qui est financée par ces gouvernements-là, ou par les Russes, que sais-je encore, non? Et pourtant, les médias reprennent absolument et sans concession tout ce qui est dit par ces ONG, alors qu'elles-mêmes sont financées par les États-Unis, qui est quand même un des camps belligérants dans l'affaire vénézuélienne. Et ces ONG sont la base des rapports établis par d'autres ONG, donc internationales, qui ont plus de poids, comme Amnesty International, comme Human Rights Watch, et parfois aussi par le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant les Guarimba, donc ces épisodes insurrectionnels que j'ai décrits au début de notre entretien, le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, donc sous la présidence du Jordanien Zied Al-Hussein, avait émis 2 rapports, donc évidemment à charge totale contre le gouvernement vénézuélien. Et donc j'avais décidé de les lire, évidemment, pour voir ce qu'il y avait dedans. Et à la 15e ligne, il y a cet aveu, on va dire, de méthodologie où ils disent absolument à leurs lecteurs qu'ils n'ont jamais mis les pieds au Venezuela et qu'en fait tout leur rapport est basé par des appels téléphoniques à des représentants des ONG locales. Donc on est dans un espèce de système de vase clos
dans lequel évidemment la vérité a beaucoup de mal à aboutir, surtout si elle est appuyée par de nombreux politiques et par de nombreux médias. Ça fait partie de la guerre de 4e génération dont tu parlais tout à l'heure. Alors, c'est quoi justement cette guerre de 4e génération? Alors, la guerre de 4e génération, donc elle s'oppose, comme tu peux t'en douter, aux guerres de 1re, 2e et 3e génération. Donc là, c'est une petite lapalissade. Donc la guerre de 1re génération, c'est 2 armées qui se font front, messieurs les Anglais tiraient les premiers et puis on compte les morts. La guerre de 2e génération, c'est l'utilisation de la technologie au service de la guerre, c'est le système de la Première Guerre mondiale. La guerre de 3e génération va plus être systémisée par la guerre de la Seconde Guerre mondiale, avec donc la technologie des fronts mouvants et surtout l'apport fondamental de la stratégie aussi. Et la guerre de 4e génération a été théorisée dès 1989 par des militaires, des stratèges militaires états-uniens. Donc c'est pas anodin 1989 parce qu'en 91, il va y avoir une guerre plus de 3e génération, donc contre l'Irak. Donc c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de prévoir 30 ans avant comment ils vont intervenir militairement dans les prochaines années. Donc la guerre de 4e génération, il n'y a pas de commandement unifié, elle est multiforme, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se concentrer juste sur l'aspect militaire. Le peuple est l'ennemi, donc il n'y a plus de différence entre civils et militaires. Évidemment, les opérations psychologiques relèvent d'une importance tactique fondamentale, donc ça c'est important, parce que tant au plan interne, donc pour capter l'opinion publique nationale du pays contre lequel va s'abattre cette guerre, mais aussi internationale. Donc ça veut dire que toi qui me regardes, tu es une cible militaire de la guerre de 4e génération du Venezuela. C'est-à-dire que ton cerveau va être une cible, on va t'envoyer des balles médiatiques, des bombardements médiatiques, tu fais partie absolument de cette guerre de 4e génération. Et lorsque on transfère au plan militaire, c'est une guerre asymétrique, donc de groupes irréguliers qui s'affrontent à l'armée et au système de défense de l'État traditionnel. Et au Venezuela, comment ça se matérialise? Alors de différentes façons. Ça se matérialise par un front diplomatique, donc en vue d'essayer d'isoler complètement le Venezuela sur la scène internationale. D'ailleurs, on vous l'a suffisamment répété, le Venezuela est tout seul, le Venezuela est isolé, etc. Bon, c'est une vaste bêtise. Le Venezuela a des alliés indéfectibles en Amérique latine, Cuba, le Nicaragua, mais aussi au niveau mondial. La Chine, la Russie, la Turquie, l'Afrique du Sud et la plupart des pays dans le monde qui n'ont pas du tout reconnu Monsieur Guaido comme président de la République bolivarienne du Venezuela. Et puis le Venezuela est très actif sur la scène internationale. Il est membre de l'OPEP, il est il est secrétaire du mouvement des non-alignés, qui est donc la deuxième organisation de pays internationaux après l'ONU, c'est pas rien. Il est président de la commission de désarmement de l'ONU, donc ça il faut être élu pour ça, donc ça veut dire que les États ont élu le Venezuela, il n'est absolument pas isolé. Mais il y a effectivement un front diplomatique pour essayer de isoler le Venezuela. Il y a aussi un front institutionnel, c'est-à-dire dans cette guerre de pouvoir fantoche contre le pouvoir légitime du Venezuela, essayer de faire imposer les pouvoirs autodéclarés, illégitimes et parallèles de l'opposition au pouvoir traditionnel. Alors ça va nous amener à un point, mais par exemple, quand les États-Unis, par exemple, considèrent que Juan Guaido est le président du Venezuela, ça permet à Juan Guaido de nommer un conseil d'administration pour Citgo, l'entreprise, donc la filiale de PDVSA, la filiale de l'entreprise pétrolière vénézuélienne aux États-Unis. Donc c'est absolument illégal, mais ça leur a permis de mettre la main sur le magot, on va dire, non? À côté de ça, évidemment, il y a la guerre médiatico-psychologique. On en a un petit peu parlé, donc ça, c'est évidemment toutes les fake news qui s'abattent sur le Venezuela pour essayer, encore une fois, de faire croire à l'opinion publique internationale que finalement, une sortie antidémocratique, une sortie guerrière du gouvernement légitime est acceptable car le gouvernement ne prend pas en compte sa population, on y reviendra évidemment, c'est faux. Et puis, il y a la guerre économique.
le front économique. Alors le front économique, c'est terrible. C'est-à-dire que le Venezuela, depuis 2014, est soumis à un blocus de la part des États-Unis. En décembre 2014, le Congrès des États-Unis vote une loi qui va être l'architecture législative qui va permettre de torpiller l'économie vénézuélienne depuis les États-Unis. Et puis, en mars 2015, comme écho à cette aventure législative du Congrès des États-Unis, le président d'alors, Barack Obama, le sympathique Obama avec le sourire, fait passer un décret présidentiel disant que le Venezuela représente une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité intérieure des États-Unis. Bon, évidemment, ça prête à sourire, mais ça va être, de la même façon que le Congrès avait voté cette loi quelques mois avant, ça va être la base pour sanctionner l'économie du Venezuela, depuis l'exécutif. Alors, sur le blocus, je vais vous citer trois citations très importantes qui éclairent la majorité de ces actes criminels, parce qu'évidemment, les sanctions ont des conséquences sociales tragiques au Venezuela. Je vous invite d'ailleurs à lire, on s'amuse comme on peut, mais je tiens une chronologie des sanctions et du blocus contre le Venezuela, donc depuis 2014, sur mon blog, donc www.romainmigus.info. Vous voyez, ça va même s'inscrire juste ici. Et post-production, hein. Tu as pris le contrôle de l'émission. J'ai pris le contrôle de l'émission, ça y est, t'es mort. Et bon voilà, page de pub terminée. Mais en fait, il y en a 16 pages. Donc c'est 16 pages d'action contre le Venezuela. Donc ça, c'est aussi pour tous les médias et toute la doxa politico-médiatique qui rejetaient la crise économique qui est réelle au Venezuela sur le dos uniquement de Nicolas Maduro. Donc je vous invite à aller faire un tour et à aller lire, vous allez voir, c'est horrible. J'extrais 3 citations. La première, c'est une citation de l'ancien général du Southcom. Donc le Southcom, c'est l'armée impériale des États-Unis pour l'Amérique latine. Le 28 octobre 2015, il est interrogé sur un plateau télé et il dit « Les États-Unis se réservent le droit d'intervenir au Venezuela si ce pays connaît une crise humanitaire. » Mais là, on est en 2015. Il n'y a pas de crise ni économique encore, ni humanitaire, non ? C'est-à-dire qu'ils vont créer eux-mêmes une crise économique pour avoir des conséquences tragiques sur la population, pour justifier n'importe quel type d'intervention militaire. La deuxième, c'est une citation donc en août 2017 de William Brownfield. William Brownfield a été donc ambassadeur au Venezuela et ambassadeur en Colombie. Et alors on lui demande, encore une fois sur un plateau télé, hein, j'invente rien, c'est sur YouTube, hein, ce genre d'émission. J'ai même fait une traduction de la citation de Brownfield. Donc là pour le coup, vous pouvez le trouver sur mon Facebook, deuxième page de pub, Vincent va me haïr. Mais William Brownfield nous dit, donc il était questionné pourquoi avoir attendu avant de sanctionner l'entreprise pétrolière du Venezuela, PDVSA, c'est-à-dire l'entreprise qui amène 95% des devises du pays. Le secteur privé n'amène pas de devises, c'est l'entreprise publique de pétrole qui amène les devises par lesquelles s'importent des médicaments, des aliments, etc. En plus de ce qui est produit sur place. William Brownfield dit nous étions effectivement, il y avait 2 conceptions, mais nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait absolument sanctionner l'entreprise pétrolière, même si cela amène comme conséquence des mois et des années de souffrance pour les Vénézuéliens. Donc ça, là, on n'est pas dans du complotisme. C'est un haut diplomate des États-Unis qui suit le dossier de très près, qui dit nous sommes en train de sanctionner l'entreprise pétrolière pour avoir en conséquence des mois et des années de souffrance pour le peuple vénézuélien. Et alors la troisième citation, elle est, si je dirais, elle est tellement ignoble qu'on pourrait croire que c'est une invention, mais encore une fois, c'est disponible sur Internet. C'est une citation de John Bolton, donc un faucon nord-américain. John Bolton, donc, qui est conseiller à la sécurité des États-Unis, et on lui demande sur la chaîne Univision,
On lui demande, mais qu'est-ce que le gouvernement des États-Unis est en train de faire au Venezuela sur les sanctions, etc. Et John Bolton répond, c'est pas une blague, il répond: ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est comme lorsque Dark Vador dans la Guerre des Étoiles étrangle lentement quelqu'un, textuellement. Donc voilà, il ne s'agit pas là d'invention, il ne s'agit pas de victimisation. Il ne s'agit même pas de citations empruntées à des membres du gouvernement ou des chavistes ou des soutiens au chavisme. C'est l'administration nord-américaine qui parle comme ça. Ils sont très conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Et évidemment, ça a pourri la vie des Vénézuéliens. Il y a eu un rapport qui vient de sortir, un rapport économique qui analyse les conséquences du blocus, les conséquences sociales du blocus, qui a été élaboré par deux économistes nord-américains, Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs. Donc là, c'est pareil, hein, on n'est pas dans le marxiste, couteau entre les dents. Et ils estiment à 40 000 morts dus au blocus depuis l'année 2017. Donc ça, c'est aussi une petite réponse aux questions. Mais est-ce qu'il va y avoir une guerre au Venezuela? Ben, elle a déjà commencé, la guerre. Elle a déjà commencé via les fronts diplomatiques, via les fronts institutionnels, via les fronts médiatiques dont vous êtes des victimes, encore une fois. C'est vous qui sont des cibles de ce terrorisme médiatique. Le front économique, 40 000 morts, c'est pas rien, évidemment. Et le front militaire. Proprement dit. C'est vrai qu'on me demande tout le temps, mais il n'y aura pas de guerre au Venezuela, parce que le Venezuela a des alliés puissants, notamment sur le plan militaire, de la coopération, comme les Russes, les Cubains, etc. Mais en fait, la guerre, elle a déjà commencé. C'est juste que ce n'est plus le type de guerre auquel on est habitué en Occident. Si on ferme les yeux et qu'on se dit mais c'est quoi la guerre, vous fermez les yeux et vous allez voir, vous savez, l'écran vert avec des éclairs, c'est-à-dire les bombes qui tombent sur Bagdad généralement. C'est-à-dire que en fait, tant qu'on n'a pas vu la guerre, finalement, pour le public occidental, elle n'existe pas. Et ça aussi, ça a été une évolution très importante de la part des États-Unis. C'est-à-dire, ce type de guerre a enchaîné ou a eu comme conséquence des manifestations massives de rejet, des manifestations massives de rejet du camp impérialiste, de rejet de la guerre. Notamment, on pense aux manifestations contre la première guerre du Golfe, les manifestations contre la guerre en Yougoslavie, les manifestations monstres qu'il y a eu contre la guerre en Irak. Et 99% des gens, ce n'étaient pas des gens qui soutenaient Saddam Hussein, c'était des gens qui s'opposaient à la guerre. Et là, il y a eu depuis 2 guerres, en Libye et en Syrie, pas de manifestation parce que justement, les techniques ont évolué. Et dans le cas alors, de la Syrie, où c'est vraiment on s'avance vers une guerre de type syrien en Venezuela. Alors, c'est pas immédiat, hein, ça ne prend pas effet tout de suite parce que je l'ai dit aux médias pour tous. C'est évidemment des processus dans lesquels entrent aussi des freins, des aspects positifs, des négociations, etc. Un glissement progressif. C'est un glissement progressif, exactement. Mais effectivement, la grande majorité des acteurs sont déjà prêts, sont déjà en lice, sont déjà au Venezuela. Je m'explique. On a l'idée généralement que la guerre, c'est les États-Unis et certains des alliés qui bombardent le pays, qui envoient des hommes au sol, qui tuent le méchant et ensuite qui pacifient la population. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu pour plusieurs raisons. D'une part, il y a des raisons électorales, c'est-à-dire il faut être sûr de gagner la guerre très rapidement parce qu'il y a des élections aux États-Unis en 2020 et là, rien n'est joué. Je dis rien n'est joué parce qu'il y a des accords de coopération militaire avec les Russes, n'est-ce pas, avec les Cubains aussi. Il y a eu une modernisation de l'armée vénézuélienne, notamment dans son système de défense anti-aérienne, avec l'achat de batteries antimissiles S-300, de S-125, surtout de IGLAS aussi, donc les missiles solaires portatifs russes, avec l'achat de radars chinois. Donc c'est-à-dire qu'une armée qui a modernisé aussi ses appareils militaires, ses appareils de défense militaire, un terrain très inhospitalier, les frontières par lesquelles on pourrait penser qu'une armée étrangère, qu'elle soit celle des États-Unis ou celle de pays frontaliers, donc dirigée par les personnalités ultra-libéraux et d'une violence sans nom contre le peuple, donc Jair Bolsonaro au Brésil et Ivan Duque en Colombie, les frontières ne sont pas
sont faciles à traverser, mais vous êtes à découvert sur des centaines de kilomètres. C'est de la savane d'un côté, du désert de l'autre. Dans les Andes, c'est très compliqué aussi. Et une fois que vous êtes là, donc sans appui tactique aérien, parce que le Venezuela dispose de bonnes batteries antimissiles, des batteries qui peuvent abattre, enfin qui sont déjà en place lorsque l'avion décolle de Bogota ou de Brasilia ou de Manaus, ou des bases nord-américaines en Colombie. Il y a 7 bases nord-américaines en Colombie, il y a des bases nord-américaines aussi dans les Caraïbes. C'est très important, l'utilisation aussi des Caraïbes comme théâtre d'opérations militaires. Je dis que c'est très important parce que là, ça nous concerne absolument directement, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 17 juillet 1980, la France a une frontière formelle avec le Venezuela. La Guadeloupe et la Martinique sont frontaliers avec le Venezuela. Donc, c'est-à-dire, pour le coup, amener la guerre aux portes de la France. Donc, il y a aussi une irresponsabilité diplomatique et médiatique de Français à promouvoir la reconnaissance de Guaïdo, je ne sais quoi encore, et finalement à promouvoir un climat qui favoriserait une guerre aux portes de la France. Ou alors, c'est à considérer que la Guadeloupe et la Martinique ne font pas partie de la France. Mais imaginez si dans ce cas, des médias français ou des diplomates français ou des politiciens français étaient en train de jeter de l'huile sur le feu pour provoquer une guerre ou d'un affrontement international dont ferait partie de puissances mondiales en Suisse. Je pense que les gens d'Annecy feraient un peu la gueule, si je peux me permettre, mais évidemment, les gens de toute la métropole. Donc, c'est pas un truc loin, hein. C'est frontalier avec la France, le Venezuela. Donc, c'est effectivement très difficile, et d'ailleurs, c'est ce que les militaires colombiens et brésiliens ont fait savoir à leurs autorités, à leurs présidents respectifs, qu'il était hors de question de créer des foyers de déstabilisation sur l'Amazonie brésilienne. Donc ça, c'est dans le cas des Brésiliens. Et puis pour la Colombie, qui connaît un conflit intérieur depuis 50 ans, qui n'est pas terminé. C'est un pays, un gouvernement qui n'a absolument pas le contrôle de sa souveraineté et de son territoire, où pullulent des bandes paramilitaires, des bandes narcos, trafiquants, donc des guérillas, etc. Et évidemment, envoyer des militaires sur la frontière vénézuélienne, c'est dégarnir le front intérieur. Donc c'est très compliqué pour ces deux nations d'assumer seules une guerre contre le Venezuela. Mais en fait, on n'en est pas là. Et c'est là où c'est intéressant de voir qui sont les acteurs qui sont déjà en place. Alors, effectivement, il y a des déserteurs, non ? Des déserteurs de l'armée et de la police du Venezuela. Mais même selon les chiffres les plus optimistes des ONG de l'opposition, il y a 0,2% des forces militaires et forces de police qui ont déserté jusqu'à maintenant. C'est-à-dire personne. Et surtout, il n'y a pas eu de commandant de bataillon, il n'y a pas eu de colonel, il n'y a pas eu de général, ou alors c'était des générales soit en retraite ou soit dans le secteur administratif, donc avec aucun poids sur des bataillons de l'armée, donc c'est 0,2%. Mais il y a effectivement des bataillons aussi de militants radicaux, et notamment ceux qu'on a vus durant les épisodes insurrectionnels qui ont eu lieu en 2013, en 2014 et en 2017. Il y a aussi la pègre locale. La pègre est déjà en lutte avec l'État vénézuélien pour le contrôle de territoires stratégiques. Quand je dis déjà en lutte, c'est pas au sens figuré. C'est-à-dire que le 9 mai 2019, un général d'aviation, le général Jackson Silva, qui était aussi le directeur de l'école de troupes professionnelles de l'armée vénézuélienne, a été assassiné par une bande de la pègre, donc par une bande mafieuse, qui lui a tendu une embuscade avec 4 autres officiers, et il y a eu 4 autres soldats qui ont été blessés. C'est vraiment un affrontement de tous les jours entre des groupes liés à la pègre, et notamment qui veulent, on va dire, conquérir des portions du territoire vénézuélien, et notamment des portions soit riches en minerais, en or, etc., ou soit des portions stratégiques. Des axes routiers d'acheminement. Exactement, des axes routiers, et notamment dans les états ruraux du Venezuela, où transitent la plupart, 60% de la production agricole et de l'élevage, et aussi des biens d'importation. Et en fait, il suffit de voir où étaient localisés les barrages durant ces épisodes insurrectionnels. Les barricades, elles étaient sur l'axe stratégique andin côtier, c'est-à-dire ce couloir où transitent 80% des marchandises du Venezuela. Donc vous n'avez pas besoin même de faire un coup à Caracas, puisque en contrôlant ça, vous morcelez le pays et surtout vous empêchez
la possibilité pour l'État central d'administrer ses richesses et de nourrir la population, puisqu'il y a énormément de marchandises qui y transitent. Et alors, il n'y a pas que de la marchandise légale qui y transite, il y a aussi de la marchandise illégale, et notamment de la drogue. Vous allez dire, oui, il faut y venir. On lit dans les journaux que le Venezuela serait un narco-gouvernement. Alors évidemment, il n'en est rien. Je rappelle tout de même que selon les chiffres de l'ONU, 65% de la cocaïne au monde est fabriquée par la Colombie, donc qui est voisin du Venezuela. Et effectivement, dans les cheminements de la drogue, le territoire du Venezuela a été utilisé, et notamment pour exporter la cocaïne vers l'Afrique et vers l'Europe, ou vers l'Europe via l'Afrique. Et le gouvernement a créé une entité donc anti-drogue en rompant tous les accords en 2008 exactement, avec la DEA, donc avec l'agence antidrogue des États-Unis. Et ça, c'était important parce qu'en fait, la DEA utilisait les moyens technologiques pour lutter contre la drogue pour espionner le gouvernement bolivarien. Ce que dénonçait Chavez. Ce qu'a dénoncé Chavez. Et le pire, c'est que j'ai été donné la parole, tout simplement, au général Juan Grillo, récemment, pour écouter un peu l'autre son de cloche. Parce que si on dit que c'est un narco-gouvernement, ben on va aller aussi écouter le point de vue de la personne qui est à la tête de l'agence antidrogue du Venezuela. Donc c'est le général Juan Grillo qui me disait que, effectivement, le Venezuela lutte ardemment contre le trafic de drogue. Ils ont tout un programme, notamment pour lutter au niveau local, un programme de prévention, un programme de réinsertion aussi, un programme de lutte, effectivement, en collaboration avec l'armée, notamment pour les radars, pour les avions qui survolent le territoire, etc. Et le pire, c'est que le général Juan Grillo, je lui ai demandé à la fin, mais combien de personnes sont venues vous interroger, au moins pour avoir l'autre son de cloche? La réponse, ça a été Télésour, RT et toi. Je veux dire, il manquait les Iraniens et les Chinois. Oui, mais je veux dire, là, quand on vous matraque ça dans les médias à longueur de temps, je veux dire, il faut au moins l'autre son de cloche écouter, parce que justement, l'autre son de cloche démontre toutes les imbécilités qu'on vous dit à longueur de temps. Et donc, les groupes paramilitaires colombiens, les gens de la PEGR sont déjà en lutte contre le Venezuela. Et à côté de ça, il y a aussi des mercenaires. Alors, là aussi, il faut remonter encore un petit peu en arrière. Et en août 2017, Eric Prince, là, vous me pardonnez les accents anglais, hein, c'est pas mon fort, mais Eric Prince, qui est donc le fondateur de Blackwater, donc cette armée de mercenaires, donc dans le cadre de la privatisation des armées, qui avait surgi un peu à la face de l'opinion publique en 2006, pendant la guerre en Irak, parce qu'il s'y livrait à toutes sortes d'atrocités en Irak. Eric Prince a organisé une petite réunion dans son ranch, donc en août 2017, et l'invité d'honneur donc de tous ces gens, c'était Oliver North. Et Oliver North, c'est la personne qui était à la tête de la sale guerre contre le Nicaragua dans les années 80. Main dans la main avec son ami Elliot Abrams, qui est donc le responsable pour les États-Unis du cas du Venezuela. Donc on reforme les vieilles équipes, non, les vieilles équipes de la sale guerre, les vieilles équipes de tout ce que les États-Unis ont pu commettre de pire. Et donc, Eric Prince a déclaré en mars, enfin, c'est pas Eric Prince qui l'a déclaré, c'est Bloomberg, donc encore, enfin, je veux dire, là, c'est pas Granma, c'est pas un journal cubain ou quoi que ce soit, c'est les propres journaux finalement des médias mainstream nord-américains, qui ont montré que Eric Prince était en train de monter une armée de 5000 mercenaires pour soutenir Guaido. Le gouvernement vénézuélien avait dénoncé le 30 novembre 2018 que 734 mercenaires étaient entraînés sur les bases d'Eglin en Floride et de Tolemaida en Colombie pour attaquer le Venezuela. En mars 2019, le gouvernement vénézuélien a dénoncé que plusieurs dizaines de mercenaires d'Amérique centrale et s'était infiltré sur le territoire vénézuélien. Donc c'est aussi un acteur de cette guerre, de cette sale guerre qui se prépare, on va dire, contre le Venezuela. Donc paramilitaires colombiens, mercenaires, forces spéciales des États-Unis. Je rappelle que le gouvernement de Cuba avait dénoncé
l'installation de forces spéciales nord-américaines dans des îles des Caraïbes, donc évidemment pour créer ce front, ce théâtre d'opération sur la mer des Caraïbes. Il y a d'étranges mouvements aussi de forces spéciales et de militaires israéliens au Brésil, 300 militaires donc présents stationnés au Brésil, et aussi au Honduras, 1000 militaires israéliens. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont pas assez à faire au Proche-Orient. Bon, grande question aussi. Et donc, effectivement, il y a tout un, on va dire, un bouillon de culture qui est là, qui est déjà présent, et comme on a pu le voir, donc avec les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, finalement, qui opèrent déjà, avec toutes sortes d'attentats contre, comme j'ai dit, des installations pétrolières, contre des dépôts d'aliments, contre des dépôts de médicaments, mais aussi par l'assassinat sélectif de leaders paysans, de leaders syndicaux, de leaders politiques, aussi qui se sont fait assassiner au Venezuela par des incendies criminels contre des installations de l'État, donc que ce soit l'entreprise de télécommunications, l'entreprise d'électricité, que ce soit des universités publiques qui sont réduites en flammes, que ça soit aussi les permanences du Parti Socialiste Uni du Venezuela, donc le PSUV, le parti de M. Chavez et de M. Maduro, donc ont été réduites en flammes. C'était un modus operandi durant les Guarimba, mais très récemment, donc en avril, juste en face de chez moi d'ailleurs, il y a eu une permanence du parti qui a brûlé, des attentats criminels. Donc il y a déjà cette gestation d'une sale guerre qui est déjà en présence. Alors, effectivement, c'est-à-dire que quelle sera la stratégie? Eh bien, la stratégie, c'est pas forcément de renverser... évidemment, ils vont essayer de tuer Maduro, de le renverser, etc. Mais finalement, ce qui est aussi recherché, c'est la déstabilisation totale du pays, le morcellement de l'État-nation, et surtout rendre impossible et de manière durable la gestion et l'administration des ressources naturelles du Venezuela. En 2018, il y a eu un attentat contre Maduro. Oui, en 2018, il y a eu un attentat. Donc, alors là, je te reprends, parce que c'était pas seulement contre Maduro, c'était contre tous les pouvoirs publics vénézuéliens. Parce que Maduro donnait un discours, mais à côté de lui, il y avait le représentant donc, du pouvoir de l'Assemblée nationale constituante, il y avait le représentant du pouvoir judiciaire, il y avait le représentant du pouvoir moral, du pouvoir électoral, il y avait des civils, il y avait des militaires, et donc il y a eu un attentat au drone chargé de C4, dont le but était de s'abattre sur la scène. Il y a eu 2 drones chargés de C4 et qui ont été heureusement déviés par les services de protection de l'État, du président et les militaires vénézuéliens. Mais évidemment, ça aurait décapité l'État de ses représentants politiques. Et pourquoi? Eh bien justement, pour installer, dans cette guerre institutionnelle, pour installer les représentants parallèles en exil de l'opposition comme légitimes dans l'opinion publique mondiale. Et d'ailleurs, c'est pas anodin, puisque c'est à la même époque que nous avons eu la matrice médiatique de la migration vénézuélienne. C'est-à-dire c'est au même moment, un petit peu avant et un petit peu après, où tous les médias, absolument tous, ont titré sur la migration des Vénézuéliens. Les gens fuient le Venezuela. Voilà, les gens fuient le Venezuela. Alors en fait, c'est un fait. Il y a des gens qui ont évidemment quitté le Venezuela pour leur tenter leur chance ailleurs. Évidemment, dans un pays assiégé, dans un pays en blocus permanent, et malgré le fait que le gouvernement essaie de distribuer des caisses d'aliments pour que les gens ne meurent pas de faim, etc., la qualité de vie acquise d'ailleurs sous la révolution bolivarienne a considérablement baissé. C'est devenu plus problématique. On trouve, hein, vous allez au Venezuela, vous trouvez de tout. Le problème est plus sur les prix, ou le problème c'est ne pas pouvoir faire toutes ses courses dans un même supermarché, donc il va falloir aller perdre du temps à faire 2 ou 3 points de vente, etc. etc. Non, c'est rendre la vie impossible aux Vénézuéliens via le blocus et les différentes pressions de cette guerre de 4e génération. Et donc effectivement, bien sûr, il y a eu une migration de plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont allées tenter leur chance ailleurs, donc principalement en Amérique latine, mais aussi aux États-Unis, en Espagne, encore qu'il ne s'agit pas des mêmes migrants. Ceux qui migrent aux États-Unis, notamment en Floride, sont des gens très riches. Et aussi en Espagne, il y a aussi des gens très riches qui achètent, au niveau de l'immobilier, qui achètent rubis sur l'ongle des appartements, etc. Ils vont surtout en Colombie. Mais ils vont en Colombie, ils vont en Équateur, au Pérou, etc. Et oui, il y en a énormément. Et c'est un fait nouveau, parce que les Vénézuéliens étaient plus habitués, évidemment, à recevoir qu'à partir.
J'ajoute tout de même qu'il y a à peu près 300 000 Équatoriens au Venezuela, à Caracas, n'est-ce pas? Si l'Équateur a un système comme nous en France, au niveau des élections législatives, de députés de l'étranger, non? Parce qu'ils ont une forte communauté équatorienne qui vit en dehors de l'Équateur. Parce que dans les années 90, précisément à cause des mesures du néolibéralisme, là il n'y avait pas de blocus, il y a eu entre 10 et 15% de la population qui a été obligée de migrer, de partir du pays. Et donc, il y en a beaucoup qui sont encore établis en dehors de leurs frontières. Et si vous voulez vous présenter en étant équatorien à l'élection pour les députés de l'étranger pour la zone Amérique latine-Océanie, quand même assez vaste, il suffit juste que vous gagniez Caracas. Et vous avez 50% des voix. C'est important, c'est sur toute cette zone. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'Équatoriens au Venezuela. Et ce flux s'est inversé. Il y a aussi énormément de Péruviens aussi au Venezuela. Et puis les Colombiens, on n'en parle pas, ils sont estimés entre 3 et 4 millions donc au Venezuela. D'ailleurs, tu peux en témoigner, puisque je crois que tu as des racines de cette migration. À l'envers. C'est un grand-père vénézuélien qui est allé en Colombie. D'accord. Bon, perdu, c'est pas grave. Donc, en fait, voilà. Donc, oui, effectivement, il y a énormément de monde qui, voilà, a dû partir de leur pays. Mais, ce qu'il faut savoir, ça, c'est indéniable. Et en plus, l'immigration est toujours une histoire tragique, qu'elle soit une histoire personnelle ou une histoire collective. C'est une histoire tragique lorsqu'une personne s'en va et est séparée de sa famille, doit aller affronter une vie sociale et économique à laquelle elle n'était pas préparée. Donc on est toujours dans des histoires tragiques au niveau personnel et puis au niveau collectif, parce que ça déstructure complètement les réseaux de production du pays, ça fait partir des cerveaux, etc., etc. Ça fait partir la main-d'œuvre. Donc effectivement, ce sont des histoires tragiques. Mais l'utilisation médiatico-politique qui a été faite de la migration vénézuélienne est quant à elle une véritable saloperie. Parce que quand on prend les chiffres, donc encore une fois les chiffres de l'ONU, on se rend compte qu'il y a 9,6% des Vénézuéliens qui sont partis. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce que c'est nécessaire pour justifier une guerre, comme l'avait demandé le secrétaire général de l'OEA, comme l'avaient demandé les responsables politiques colombiens, comme l'ont demandé les responsables politiques brésiliens, comme l'ont demandé certains responsables politiques des États-Unis? Non, c'est une aberration. Ou alors il faut déclarer une guerre contre le Portugal, vu que selon les mêmes chiffres de l'Organisation internationale de l'immigration, 21,6% des Portugais vivent en dehors du Portugal. Donc il faut bombarder Porto. 16% des Irlandais vivent en dehors de l'Irlande, 15% des Bulgares, 15% des Polonais, et je parle juste des pays de l'Union européenne. Je ne vais pas chercher en Afrique ou je ne vais pas chercher en Amérique centrale ou au Mexique. Donc évidemment, là, on a eu une utilisation malhonnête d'un drame humain dont la cause principale est le blocus criminel qui pourrit la vie des Vénézuéliens pour justement justifier n'importe quelle attaque antidémocratique contre le gouvernement légitime du Venezuela. Pourquoi une telle violence contre le Venezuela? Alors, déjà, pour les ressources naturelles. Le Venezuela, c'est les premières réserves de pétrole prouvées au monde, loin devant l'Arabie Saoudite. Le Venezuela, c'est les deuxièmes réserves d'or au monde. Le Venezuela, c'est de très 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 importantes réserves de bauxite, de coltan, de thorium, d'eau douce. Le deuxième fleuve le plus important après l'Amazone en Amérique latine coule au Venezuela. C'est l'Orénoque. C'est l'Orénoque, exactement. En débit. C'est de très importantes ressources aussi en bois. Enfin, c'est un pays immensément riche en gaz aussi. C'est un pays immensément riche. Donc ça, évidemment, ça attire tous les prédateurs sur ces richesses naturelles. Et puis, il y a autre chose. C'est le modèle politique de la révolution bolivarienne. On va dire, mais pourquoi ça tient encore? Mais c'est des têtes dures. Alors non seulement c'est des têtes dures historiquement parlant, c'est quand même le peuple qui a résisté à l'Empire espagnol et qui, quand il s'est un peu énervé contre l'Empire espagnol, a libéré la moitié du continent. Bolivar était vénézuélien. Bolivar était vénézuélien, Sucre était vénézuélien, de nombreux libertadors étaient vénézuéliens. Ils sont partis du Venezuela. Ils sont partis du Venezuela pour libérer le continent du joug de l'Empire espagnol à l'époque. Donc,
il y a cette dimension-là. Et l'autre dimension, c'est la force de la démocratie participative au Venezuela. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi Nicolas Maduro, le président Maduro, le chavisme, la révolution bolivarienne, a encore autant de soutien, de millions de soutiens? C'est dû essentiellement à la force de sa démocratie, au pouvoir populaire et au fait que le pouvoir a été transféré en partie au peuple et que le peuple est acteur de son propre destin. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce modèle-là ne doit pas survivre pour le capitalisme international, pour le capitalisme financier international, pour les démocraties bourgeoises. Les démocraties bourgeoises. Il ne doit absolument pas survivre, il doit être annihilé complètement parce qu'il ne doit pas mettre dans la tête d'autres peuples des idées d'une gestion différente, des idées d'alternatives et des idées d'un monde meilleur pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. Quel est ce modèle vénézuélien de démocratie et qui pourrait-il inspirer? Oui, mais surtout d'où il vient. Alors, pour ça, il faut encore une fois revenir en arrière, mais laisse-moi te raconter et vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un peuple qui était complètement asservi par des gouvernements successifs qui avaient appliqué des mesures néolibérales, qui avaient complètement cassé les structures protectrices de l'État, qui avaient cassé les services publics, qui avaient rejeté une grande partie du peuple dans la pauvreté, voire dans le travail informel, qui avaient cassé les solidarités existantes au niveau du territoire. Et puis un jour, il y a eu la mesure de trop. Et la mesure de trop, ça a été l'augmentation du prix de l'essence. Une fois qu'il y a eu l'augmentation du prix de l'essence, les gens ont manifesté leur mécontentement. Ils sont descendus dans la rue, venant de quartiers ou de zones périphériques qu'on ne soupçonnait pas. Les médias ont réagi avec une très très grande violence parce que finalement le surgissement de cet acteur, ce nouveau sujet politique, a cassé le mythe de la démocratie parfaite que les médias avaient façonné au fil du temps. Les politiques ont réagi de manière excessivement violente et il y a eu une énorme répression de ce mouvement. Bon, évidemment, chaque téléspectateur sait que je suis en train de parler du Venezuela en 1989. Et alors, vous allez me dire, mais c'est pas possible, il est en train de nous décrire la réalité du mouvement des Gilets jaunes. Eh ben oui, c'est justement ça qui est intéressant. Parce que les réactions finalement au modèle néolibéral en Amérique latine a eu lieu, je dirais, avec 20 ans d'avance pour une très simple raison, c'est que l'implantation de ce modèle économique a commencé en Amérique latine, notamment en 1973 avec l'avènement du général Pinochet, donc le coup d'État du général Pinochet qui a emmené dans ses valises les Chicago Boys et qui ont expérimenté les théories néolibérales, donc à partir du début des années 70, et qui a irradié le continent latino-américain. Évidemment, ça s'est traduit donc par une explosion de la pauvreté, du travail informel, l'explosion de la solidarité au sein des États-nations, la casse complète des services publics, de l'État, etc. Et donc, que ça soit au Venezuela, mais aussi en Équateur, en Bolivie, en Argentine, il y a eu des grandes manifestations, des manifestations de rejet spontané, en dehors des structures traditionnelles de la politique ou des milieux syndicats. Vraiment, là, on colle un peu à ce qui est en train de se passer en France. Et les revendications étaient, on peut les systématiser autour de 3 axes. Le premier axe, c'est évidemment la demande sociale. C'est-à-dire une éducation publique de qualité pour tous, une santé publique de qualité pour tous, plus de protection sociale, c'est-à-dire toutes ces demandes liées à un État-providence qui avait été cassé par le modèle néolibéral. En parallèle, il y avait aussi en Amérique latine des demandes d'ordre de respect de la souveraineté contre le FMI, contre la Banque mondiale et contre les États-Unis, qui étaient donc considérés comme ceux qui implantaient ce modèle destructeur dans leurs pays respectifs. C'est-à-dire que les gouvernements étaient considérés comme n'ayant plus aucun pouvoir, sinon celui d'appliquer
les ordres du FMI, de la Banque mondiale et plus largement des États-Unis. Et puis, il y a eu des demandes pour un approfondissement de la démocratie. C'est-à-dire changer le système démocratique à travers une assemblée constituante pour instituer des formes de pouvoir où les citoyens ne délégueraient plus leur volonté à un représentant tous les 4 ou 5 ans, mais exerceraient de manière participative et protagonique le pouvoir de manière permanente. Et ça, c'est très important, parce que entre l'apparition de ce nouveau sujet politique sur la scène politique donc du Venezuela, de l'Équateur, de la Bolivie, et la traduction électorale, il s'est passé du temps. Mais par contre, on n'est jamais revenu en arrière, parce que là, le peuple s'était montré, le peuple s'était vu, et il avait commencé à prendre conscience de sa force. Au Venezuela, le Caracazo, qui a été réprimé de manière très violente, c'est 2000 morts, le Caracazo a été le germe de la révolution bolivarienne. Et c'est en 1989, donc il ne vous a pas échappé que c'est 10 ans avant l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez. Donc ça, c'est important parce que, c'est-à-dire entre le moment où il y a un soubresaut, où le peuple n'en peut plus, et le manifeste, et s'impose sur la scène politique, et le moment de la traduction électorale, où finalement on conquiert le pouvoir pour faire appliquer les revendications qui étaient apparues dans la rue depuis des années, au Venezuela, il s'est passé 10 ans. En Équateur, il s'est passé 6 ans. En Argentine, ça a été un peu plus court, mais il s'est quand même passé 2 ans. Donc, effectivement, c'est pas automatique, comme on peut le voir. Je dis ça aussi dans une certaine mesure, parce qu'on est dans une actualité française, où certaines personnes peuvent être tentées de se démobiliser, que les manifs, l'acte donc 32, 33, 34, 40, des gilets jaunes ne ramènent pas forcément le même nombre de personnes que les actes 2, 3, 4, etc., n'est-ce pas? Mais finalement, l'Amérique latine a connu ça aussi, a connu cette attente et a connu aussi la délivrance, donc la délivrance électorale, par lequel ils ont pu reprendre en main leur destin. Et notamment, dans le cas en tout cas de l'Équateur, de la Bolivie et du Venezuela, par une assemblée constituante. Et en fait, j'ai réalisé une interview donc, de la ministre des Communes, donc c'est le système vénézuélien qui fédère cette démocratie participative, donc Blanca Ecaut, ministre des Communes de la République bolivarienne du Venezuela. Cette interview, bien entendu, est disponible sur www.romamigus.info. Et Blanca nous expliquait comment les comités constituants, pour réécrire de manière collective une nouvelle charte suprême, ont recommencé à coaguler les groupes qui s'étaient connus à la base dans la rue, et c'est des groupes éminemment populaires. C'est pas des groupes de partis. Et ils ont inventé tout un système pour systématiser, pour écrire des articles de la Constitution, et surtout pour les collecter par des camions, les systématiser ensuite. C'était vraiment une expérience collective, et qui a donné lieu à la naissance de cette nouvelle Constitution. Et dans la Constitution, figure-toi, c'est complètement ahurissant, j'invente rien, mais il y a le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne, donc qui est une des revendications phares donc, du mouvement des Gilets jaunes. Le RIC, c'est-à-dire la possibilité par référendum de proposer ou d'abroger une loi, et la possibilité de révoquer un élu, c'est l'article 72, 73 et 74 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. C'est aussi l'article 102, 103, 104 de la Constitution de l'Équateur, adoptée après l'Assemblée constituante, donc promue par Rafael Correa. C'est le sens de l'article 11 de la nouvelle Constitution bolivienne, après l'accession au pouvoir d'Evo Morales. Donc, si tu veux, ces trois types de revendications, donc elles portent sur la souveraineté du pays, sur des demandes sociales accrues et sur l'approfondissement de la démocratie. Ça a déjà eu lieu en Amérique latine, et ça a donné lieu à l'instauration de modèles de démocratie participative, alors pas forcément de manière égale dans tous les pays. Et là, je crois que c'est important de le dire, le Venezuela a été celui qui a été le plus loin dans le transfert de pouvoir au peuple. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce peuple résiste toujours aux assauts de l'Empire. Alors concrètement, comment ça marche, la démocratie au Venezuela?
Voilà, alors on a l'impression qu'il suffit d'un livret ou d'un manuel en révolution et puis de l'appliquer. Évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a toute une série de réalités de terrain, il y a des moments historiques dans lesquels on peut avancer, il y a des moments de recul, il y a des moments de stagnation, il y a des moments de contre-attaque parce que les vieilles élites oligarchiques et bourgeoises ne se tiennent pas tranquilles quand elles voient qu'elles ont perdu toute une part du pouvoir politique à laquelle elles s'étaient accoutumées. Évidemment, il y a une réaction de contre-révolution très violente. Mais comment ça s'est constitué au Venezuela? Alors, par bribes, mais à partir des comités constituants, quelques années après, il y a eu aussi des comités d'éducation pour éradiquer l'analphabétisme dans le pays, chose qu'ils ont réussi d'ailleurs en 2 ans. Il y a eu des comités de santé pour faire venir des médecins généralistes présents dans les quartiers populaires ou dans les campagnes. Il y a eu, donc pour lutter contre les déserts médicaux, il y a eu des comités de terre urbaine, c'est-à-dire des comités de cadastre populaire où c'était la propre population qui faisait apparaître des quartiers entiers qui n'existaient pas officiellement et sur lesquels vivaient plusieurs centaines de milliers de personnes mais qui avaient toujours été niés et relégués dans des espaces de non-droit. Et donc qui ont matérialisé leur lieu de vie et ont pu avoir un accès à des terres dans les villes. Il y a eu plusieurs comités, des comités de gestion participative de l'eau, de l'électricité. Et puis en 2006, le gouvernement vénézuélien décide de systématiser un peu tout ça en créant la figure du conseil communal qui regrouperait toutes ces initiatives donc de gestion participative des pouvoirs publics locaux, n'est-ce pas? Et alors, ce qui est frappant, c'est que cette loi a été modifiée de nombreuses fois en 2 ans, parce qu'ils se sont confrontés, ils étaient en train d'inventer, donc une chose est écrire la loi, et ensuite de l'appliquer. Et il y a eu plusieurs fois où les conseils communaux faisaient remonter les trucs en disant « ça bloque, là, ça bloque, c'est pas possible ». Donc la loi repassait devant la commission de l'Assemblée nationale, ils la retravaillaient, ils avançaient à tâtons. Moi-même, j'ai participé à la constitution du conseil communal de mon immeuble. Et c'est vrai que j'ai passé des samedis après-midi entiers à débattre, à avancer, à voir quel était notre rôle, à voir avec quel pouvoir constitué on allait devoir interagir, etc. Ça a pris énormément de temps. Mais c'est là où c'est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, c'est devenu complètement institutionnalisé. Enfin, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce qui avançait à tâtons il y a encore 10 ans, aujourd'hui est absolument partagé par tout le monde. Il y a évidemment des gens d'opposition, mais aussi des chavistes. Tout le monde participe en fait à cet échelon administratif. Ben justement, aujourd'hui, il y a 47 734 conseils communaux au Venezuela, ce qui représente à peu près 14 millions de personnes. 14 millions de personnes qui fonctionnent à des échelons locaux petits selon le mode de la démocratie participative. Donc, tu vas me dire en quoi ça consiste. Alors, ça consiste en un regroupement dans des communautés de voisinage où d'ailleurs le rayon d'action du conseil communal, c'est-à-dire le territoire qui va être sous la juridiction première du conseil communal, est déterminé par l'Assemblée générale. Généralement, c'est 200 familles en ville, 120 en milieux ruraux et dans les zones indigènes, 70. Mais c'est-à-dire que c'est les propres personnes qui définissent leur rayon d'action en Assemblée générale. Et alors, au sein du conseil communal, comme le montre l'article 20 de la loi organique sur les conseils communaux, l'Assemblée générale est la plus haute instance de décision, etc. C'est-à-dire que ce qui se définit par Assemblée générale, donc de quartier, a une valeur légale. Et les autres pouvoirs constitués du Venezuela, que ce soit les pouvoirs municipaux, les pouvoirs des États régionaux, les pouvoirs de l'État central, ne peut pas revenir sur ce qui a été décidé au niveau du premier échelon administratif par le Conseil général, c'est-à-dire par le peuple directement en Assemblée générale. À main levée. À main levée. Et donc, on élit aussi des représentants de la commission de culture, de la commission d'alimentation, de la commission pour les personnes du troisième âge, de la commission de santé, d'éducation, etc. En fait, c'est aussi le choix des commissions est déterminé par les nécessités finalement du terrain et les nécessités de la communauté de voisinage. Et donc, c'est, comme je viens de le dire, donc plus de 47 000 conseils communaux qui sont sur tout le territoire du Venezuela.
Et donc, c'est-à-dire que c'est un exercice permanent de la démocratie. De manière permanente, les gens sont appelés à décider sur le futur de leur localité, sur le futur et de la gestion participative du territoire administré par le conseil communal. Alors comment sont-ils financés? Alors justement, ça c'était un thème, puisque les conseils communaux donc sont en lien, et d'ailleurs en lien contradictoire, des fois ils s'opposent entre on va dire les vieilles structures de l'État, de l'État de démocratie représentative, les mairies, les gouvernements régionaux, etc., et cette structure populaire de pouvoir populaire, organique, et ça se fait pas sans friction. Des fois, il y a des frictions entre les mairies et les conseils communaux. Ça se fait pas de manière fluide. Mais en même temps, quand on regarde, ça fait même pas 15 ans que ça existe. Donc, effectivement, les frictions peuvent encore exister, de moins en moins d'ailleurs. Mais le but final, c'est vraiment de faire éclore un nouvel État participatif. Et finalement, on est un peu dans le municipalisme libertaire aussi, si tu veux. Ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que c'est une version du Venezuela que, évidemment, personne ne connaît. Et donc, les conseils communaux reçoivent sur des projets de l'argent de l'État ou de l'argent de la mairie. Et ça, c'est un problème que Chavez avait noté assez rapidement, où il disait c'est pas suffisant, parce que le pouvoir populaire doit être autonome financièrement. Et complètement. Donc, il y a eu la création de la figure de la commune. Alors, la commune, qu'est-ce qu'ils appellent la commune? On va commencer par dire que c'est une agrégation de conseils communaux, où chaque représentant des conseils communaux est élu au Parlement de la commune. Et alors, la différence, donc c'est un échelon supérieur, et la différence, c'est que la commune s'articule généralement autour d'un projet productif. Alors, par exemple, dans les campagnes, ça va être sur des projets agricoles. Dans les villes, ça va être des boulangeries communales, ça va être des pharmacies communales, ça va être des ateliers textiles communaux. Usines communales. Oui. Des usines communales, une petite industrie communale. Exactement. Et donc là, il y a eu encore un problème. Il a encore fallu changer des choses. Qu'est-ce qu'il a fallu changer? La propriété des moyens de production. Puisque par loi, au Venezuela, et par la précédente constitution, il y avait donc le modèle de la propriété publique et de l'État, donc notamment pour l'industrie pétrolière et certaines industries stratégiques, et puis la propriété privée, qu'elle soit collective comme dans les coopératives, ou privée comme on peut la connaître, la propriété privée, individuelle. Et donc, ils ont matérialisé dans la loi du pouvoir populaire la propriété sociale. Donc la propriété sociale indirecte et directe. Indirecte, c'est avec participation de l'État, et directe, c'est-à-dire que les moyens de production, par exemple, de l'entreprise agricole de la commune telle dans la campagne vénézuélienne, les moyens de production et les bénéfices générés par cette activité productive ne sont pas répartis, alors ni dans des dividendes pour des actionnaires, évidemment, mais ni par les membres qui travaillent, mais sont répartis en fonction de projets visant au développement de la communauté, de voisinage. C'est-à-dire que si toi tu vis dans cette commune, alors tu vas finalement te bénéficier des apports économiques de l'activité productive en propriété sociale de la commune, parce que ils vont construire une école, parce que ils vont construire un terrain de foot, parce que ils vont faire vivre, et de manière démocratique, en assemblée générale, faire vivre finalement la commune dans tous ses aspects administratifs, avec l'argent. Mais si tu pars, tu n'auras le droit à absolument aucune action, aucun truc, c'est juste une propriété sociale à des fins de développement de la commune. Et encore une fois, là où j'insiste, c'est que tout se décide par assemblée générale. Donc il n'y a pas de délégation à un représentant, de volonté à un représentant, et puis qui fasse un peu n'importe quoi pendant 4 ou 5 ans. Il y a un exercice permanent de la démocratie par le peuple au Venezuela. Et ça, évidemment, c'est un modèle qui peut faire des petits. Alors évidemment, pas des calques, parce que les situations économiques, culturelles ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre, mais en tout cas, je suis sûr et certain que si beaucoup de gilets jaunes connaissaient un peu mieux cette expérience, d'ailleurs je vous invite à venir lire les articles et les interviews que j'ai fait sur ce thème-là, évidemment qu'il y a des choses à prendre, il y a des choses à réfléchir. L'interview de Blanca Ecaut, c'est un texte finalement pas forcément pour faire connaître la réalité du Venezuela,
Je crois que c'est vraiment un texte qui nous interpelle, nous, en tant que Français, sur le sens de la démocratie qu'on veut donner dans les prochaines années. C'est pour ça que c'est très important. Et c'est pour ça que ce modèle doit être détruit. C'est pour ça qu'il y a autant de violence aussi sur ce modèle, parce que précisément, il ne faut pas que ça marche. Et ça représente une menace. Alors ce qui est intéressant également, c'est que dans la construction de ce modèle, on a l'articulation entre cette démocratie horizontale, cet exercice de démocratie organique, avec, en même temps, le surgissement d'un leader. Il faut voir qu'il y a eu effectivement le surgissement d'un leader dans tous les pays qui n'était pas forcément le même type de leader. Ce qu'ils avaient tous en commun, c'est qu'ils ne sortaient pas de l'appareil politique ou syndical traditionnel. Dans le cas du Venezuela, c'est une personne, donc évidemment Hugo Chavez, qui est venu des corps constitués, donc de l'armée. Dans le cas de l'Équateur, c'était un économiste, brillant économiste, qui avait participé à des gouvernements précédents, libéraux, avec la véritable volonté de changer de l'intérieur ce système, et qui avait démissionné en disant on ne peut pas le changer de l'intérieur, et qui s'était donc lancé en politique, et donc qui a été élu. En Bolivie, c'est Rafael Correa en Équateur. En Bolivie, c'est quelqu'un qui vient du mouvement social, donc qui a fédéré absolument toutes les luttes aussi contre le néolibéralisme en Bolivie donc en fin des années 90, début des années 2000, la guerre contre la privatisation de l'eau, la guerre contre la privatisation du gaz, les répressions contre les mouvements paysans, etc. Et Evo Morales. Donc excuse-moi, c'est Evo Morales, mais je vais te laisser d'ailleurs les nommer. Et puis on a eu aussi en Argentine l'apparition d'un leader qui lui était un politicien, on va dire, de carrière, mais qui était aussi un peu éloigné des marasmes de la capitale, qui était dans la province de Patagonie, et qui est donc... Nestor Kirchner. Voilà, nous y voilà. Et voilà, donc, en fait, ce qu'il y avait de commun aussi à tous ces gens-là, c'est que effectivement, ils ne venaient pas du sérail traditionnel. Donc, il y a eu une espèce évidemment de nouveauté, et surtout, ils portaient en eux toutes les revendications, donc on a systématisé les revendications d'ordre social, les revendications d'ordre d'approfondissement de la démocratie, et les revendications de souveraineté. C'est des revendications qui s'expriment chez les Gilets jaunes, par exemple en France aujourd'hui. Les revendications d'ordre social pour plus de protection, des services publics de qualité, etc. Ça, c'est basique. Et finalement, je dirais qu'il n'y a rien de... Les conséquences du néolibéralisme sont les mêmes partout, donc il est à peu près normal que les peuples latinos qui l'ont connu avant, mais maintenant les peuples européens, ont une demande sociale accrue. La demande de souveraineté, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que même de la manière où les latino-américains se sentaient dépossédés de la souveraineté, de l'exercice de la souveraineté de leur pays. Et que ce soit la souveraineté populaire, mais aussi la souveraineté nationale, qui, en réalité, est difficilement dissociable. Mais, puisque la souveraineté populaire s'exprime dans le cadre de l'État-nation. Et ce que les latino-américains s'opposaient au FMI, à la Banque mondiale, aux États-Unis, ça existe aussi en France ce rejet de certaines mesures de l'Union européenne, par exemple, ou d'entités qu'on juge étrangères et que certaines personnes ont un ressenti comme s'ingérant dans les affaires françaises, alors que ça devrait relever du pouvoir élu, du pouvoir en France. Et de manière générale, c'est ce que les Français ressentent, mais c'est pas parce que, c'est pas un reproche. Hein. Nos frères latino-américains l'ont connu avant, c'est-à-dire que les politiques n'ont plus d'emprise sur la réalité nationale et que les grandes décisions sont imposées depuis des organismes extérieurs. Voilà, c'est ça sur à quoi ont réagi les latino-américains il y a 20 ans. Et est-ce que tu considères que le clivage gauche-droite est toujours pertinent pour analyser la situation en Amérique du Sud? Et en Europe? Va jusqu'au fond de ta pensée. Oui, je pense, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul, et c'est pas forcément celui qui va avoir le plus grand impact dans la définition des camps en ultime recours. C'est-à-dire que je pense autant en Amérique du Sud qu'en Europe, à mon sens,
il y a un clivage gauche-droite, mais qui va se coaguler au sein de camps qu'on pourrait appeler globalistes d'un côté et puis souverainistes de l'autre. J'invente rien, hein. J'ai lu par exemple le livre du conseiller de Macron et qui a été aussi la personne qui a fait la campagne pour Nicolás Maduro en 2013, donc Ismaël Emelien, c'est toujours bon de le rappeler, non ? Et qui, grosso modo, différenciait aussi, alors lui, il l'appelait pas comme ça, il l'appelait populiste et progressiste, donc les progressistes, c'était eux, évidemment. Mais alors, dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, le camp de Macron a une longueur d'avance, parce qu'ils ont bien compris ça, et que, finalement, ils savent que même au sein de leur camp, tu vas avoir des gens, on va dire, de droite et de gauche, ou des gens à plus forte tendance de progressisme, ou à plus forte tendance de demande sociale par rapport à des gens plus libéraux, mais finalement les camps vont cohabiter. Et au Venezuela, ça a toujours, en Amérique latine d'ailleurs, n'importe où, ça a toujours cohabité. Vous avez dans l'opposition vénézuélienne des gens qu'on qualifierait d'extrême droite, mais aussi d'extrême gauche. Vous avez des groupes maoïstes qui sont depuis le début, des groupes trotskistes qui sont depuis le début dans l'opposition vénézuélienne. Leur point commun, c'est d'être globaliste. Et leur point commun, c'est effectivement d'avoir une vision, en tout cas, qui s'oppose au souverainisme et au protectionnisme, et surtout à la revendication de patrie, ça c'est très très important, revendiquée par tous ces gouvernements. J'ai lu il y a récemment une interview de Rafael Correa, qui disait, lors de notre première campagne, donc en 2006, mais ça a été une constante par la suite, nous avons voulu redonner une patrie aux gens, redonner confiance, redonner de la dignité, redonner une patrie. Donc tout ça est évidemment très lié. Et sachant que d'un point de vue sociétal, Rafael Correa serait considéré comme étant de droite, voire même d'extrême droite en France. C'est effectivement très compliqué. Si on applique les codes de lecture française, ou en tout cas de gauche-droite, parce que l'ancien président de l'Équateur était effectivement, on va dire, très conservateur sur le mode sociétal, ce qui ne l'empêchait pas, au niveau économique et social, d'avoir des positions évidemment protectionnistes pour faire progresser l'industrie de son pays, pour redonner de l'emploi, pour redonner de la confiance aux gens, pour redonner de la dignité et pour créer la plus grande somme de bonheur possible. Donc il y avait toujours cette tendance en Amérique latine. Alors vous allez me dire, c'est des peuples généralement très croyants, ce qui est vrai aussi. Donc il y a plus de catholiques ou de chrétiens qu'en France, par exemple, mais ceci n'explique pas tout. C'est-à-dire qu'il y avait... les gens adhéraient surtout au programme social, ça c'est sûr. Et alors, vers quoi se dirige-t-on, Romain? Où ça? En Amérique du Sud. En Amérique du Sud, d'accord. On a l'impression, depuis la France, qu'il y a un recul de ces mouvements qui ont émergé dans les années 90-2000. Oui, alors ça c'est encore une construction médiatique. Effectivement, les révolutions citoyennes, plurinationales, bolivariennes, en tout cas tous ces mouvements progressistes en Amérique latine ont engendré leurs propres monstres. Ils ont engendré même deux monstres. Alors entre guillemets évidemment. Le premier, c'est une classe moyenne, c'est-à-dire avoir fait sortir autant de personnes de la pauvreté dans un temps record, donc sans le nécessaire accompagnement idéologique et de changement de culture adapté à une nouvelle réalité, a fait plonger les nouvelles classes moyennes dans le consumérisme individualiste des classes moyennes latino-américaines. Et donc finalement, à retourner des personnes qui sortaient de la pauvreté contre les gouvernements qui les avaient fait sortir de la pauvreté. Ça, c'est on va dire le premier Frankenstein. Et le deuxième, c'est les jeunes. C'est-à-dire des jeunes qui n'ont connu, parce que ces gouvernements ont duré en moyenne entre 10 15 ans. Bon, au Venezuela, ça continue. Et donc, du coup, il y a des jeunes qui n'ont connu finalement que ces gouvernements. Et donc, qui restent très perméables aux discours de changement, aux discours imputés qui sont travaillés, évidemment, idéologiquement et politiquement par toutes sortes de fondations, de groupes politiques, etc., pour les opposer au gouvernement progressiste. Alors, là encore, on peut voir, particulièrement au Venezuela, comment aussi il y a énormément de mouvements de jeunes qui soutiennent encore la révolution bolivarienne, donc qui s'opposent finalement à leurs concitoyens qui veulent un changement, même si tu sais pas trop ce que c'est. On veut un changement. Alors tu sais pas que le changement c'est retourner 20 ans en arrière,
Parce que, pour le coup, le programme, on dit toujours que la droite vénézuélienne n'a pas de programme, qu'elle est désunie. Alors qu'elle est désunie, c'est vrai, mais elle n'est pas désunie sur le programme. Ils ont tous un programme commun qu'ils ont publié en janvier 2012, que j'ai eu l'honneur d'analyser donc, dans un livre, je crois que tu le mentionnais tout à l'heure. Qui a été cité abondamment par Chavez, d'ailleurs. Oui, et publié par 250 000 exemplaires. Je suis le seul auteur d'un best-seller pauvre. Mais puisqu'il a été distribué, évidemment. Donc, le programme de la Mood. Ouais, le programme de la Mood, donc ouais, c'est en espagnol. C'est une analyse, en fait, comparative du programme de la Mood. Mais finalement, le programme de la Mood, on le connaît. L'opposition vénézuélienne. De l'opposition vénézuélienne, mais on le connaît. Hein. Le programme de la Mood, c'est à très peu de choses près le programme de Macron. Et puis le programme de Hollande avant Macron, et puis le programme de la Commission européenne, sur tous les points, sur les points de la santé, de l'éducation, du logement, etc. C'est le programme libéral qu'on nous applique aussi dans nos pays. C'est pour ça qu'il y a vraiment un pont à tisser entre les deux rives de l'océan Atlantique qui est vraiment intéressant pour le développement de nos luttes futures. Et effectivement, plusieurs gouvernements donc, de cette vague progressiste a perdu les élections. Ça a commencé en 2015 en Argentine, et puis ensuite de manière un peu plus pernicieuse en Équateur, avec une trahison, c'est-à-dire que le candidat qu'avait nommé Rafael Correa l'a complètement trahi, a trahi le projet politique, et finalement s'est aligné sur la droite la plus libérale. Il a livré Assange d'ailleurs aux Anglais. Il a livré Assange aux Anglais et aux Américains. C'est terrible d'ailleurs. Il faut absolument soutenir notre droit à la liberté d'être informé via Julian Assange. Au Brésil et dans d'autres pays avant le Brésil, comme au Paraguay ou au Honduras, il y a eu une judiciarisation de la vie politique où on a écarté de manière arbitraire via le système judiciaire des présidents ou des candidats à la présidence. Donc c'est le cas le plus fameux, le cas de Lula, qui est en prison alors qu'il n'a commis absolument aucune infraction, mais ça a eu la possibilité qu'il ne se présente pas et donc que Jair Bolsonaro soit élu. Donc évidemment, tout le microcosme politique, médiatique, qui a détesté pendant 15 ans les mouvements progressistes, ont tout de suite conclu à une fin de cycle, que voilà, c'était finalement très passager, une mode, presque une mode politique. Oui, sauf que le Nicaragua est encore là, Cuba est encore là, le Venezuela est encore là, la Bolivie est encore là. Il y a des élections en Argentine le 28 octobre 2019 et pour l'instant les instituts de sondage montrent que le camp progressiste composé donc de Alberto Fernandez pour la présidente et l'ancienne présidente Cristina Kirchner qui se présente à la vice-présidence a 14% d'avance. Donc dans les sondages, et notamment avec des marges de progression que n'a pas leur adversaire Mauricio Macri. Donc il pourrait y avoir une fin de cycle de la droite, le mot est stupide, hein, je fais de la provocation, une fin de cycle de la droite en Argentine. Il y a aussi une élection très prochainement cette année en Bolivie, qui va être évidemment clé. Et puis l'Équateur s'avance, donc c'est pas pour cette année, mais c'est finalement un futur assez proche. Donc le fin de cycle et le futur, je pense que ce qui est important, c'est que si ces gouvernements reviennent au pouvoir, tireront parti de leurs erreurs qui les en a éloignés durant quelques années, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 4 ans, la droite ou le camp néolibéral ruine absolument tout ce qui avait été conquis durant 20 ans. Pour conclure, est-ce que tu as un message à faire passer à ceux qui nous regardent aujourd'hui ? Ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est déjà qui sont intéressés par les nouveaux médias, non, comme le tien. Des médias d'ailleurs alternatifs, communautaires. Quand je dis communautaire, c'est au sens de communautés de voisinage qui ont explosé au Venezuela d'ailleurs. Je crois qu'il est toujours bon de le rappeler. Il y a eu des milliers de radios, de journaux, de télévisions, de voisinage alternatifs qui ont été légalisés alors qu'avant ils étaient considérés comme pirates. Donc c'est des gens qui s'intéressent à une autre information. Et je leur dis, intéressez-vous à la question du Venezuela. Mais intéressez-vous à la question du Venezuela pour 2 raisons. D'une part, pour éviter d'être une victime de la guerre médiatique qu'on vous livre. Pour éviter de vous prendre une balle médiatique dans le cerveau. Donc déjà, essayez d'aller trouver un autre son de cloche. Vous n'êtes pas obligé de tout croire. Vous n'êtes pas obligé de me croire d'ailleurs, mais au moins vous aurez les 2 sons de cloche et vous pourrez vous faire votre propre idée. Et puis, le deuxième point, c'est intéressez-vous
au système de démocratie participative, au système d'assemblée constituante, de comité constituant qui est le fer de lance, la colonne vertébrale du projet de la révolution bolivarienne. Et intéressez-vous-y, pas forcément, encore que c'est pas négligeable, mais pas forcément par solidarité avec le peuple vénézuélien, mais pour vous, pour nous, pour la France, pour essayer de débattre de questions que les Vénézuéliens ont déjà commencé à traiter, mais que nous sommes à peine en train d'effleurer et qui commencent à sortir, parce que les réalités sont tellement comparables entre ce qui s'est passé en Amérique latine il y a 20 ans, même si effectivement c'est des pays du Sud, même si nous sommes les pays d'Europe. Je pense que la France est aussi un pays colonisé. La France est un pays auquel on impose des directives économiques et politiques depuis un organisme non élu. La France est où l'économie française est colonisée par une économie financiarisée, spéculative, comprador, qui n'a rien à voir avec le développement productif de la nation pour tous. Tous ces sujets-là ont déjà été traités par le Venezuela, et la réponse qui a été de dire plus de démocratie, revenir au peuple, que le peuple s'organise lui-même, que le peuple trouve les moyens d'affirmer sa volonté de manière permanente. Ça, c'est des questions qui nous touchent tous, et je vous invite d'ailleurs à un débat permanent sur ces exemples qui nous viennent d'ailleurs, sur ces exemples qui nous viennent d'Amérique latine, sans eurocentrisme, sans francocentrisme, juste pour essayer de faire progresser notre idée de la démocratie et progresser notre bien-vivre à nous ici en France. Ciao. Je t'ai volé la fin. Merci Romain. Merci Romain. Super, merci à toi Vincent et merci à toute l'équipe du Média pour tous. Merci.